Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine DigiPresse qui reçoit aujourd'hui Mike Gardi-Diana, journaliste chez LFT. Mike, bonjour. Bonjour Obed, merci pour l'invitation. Et puis Félix Chamala du Congo 26. Félix, bon retour dans votre émission à Kinshasa. Merci Obed, merci à tous ce millier de personnes qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Et nous décryptons aujourd'hui deux thèmes. On va parler de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo, déclarée conforme par la Cour constitutionnelle. En réaction, la coalition de l'opposition C64 parle d'une haute trahison, car la Cour a perdu sa crédibilité en ouvrant un boulevard pour le troisième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, et puis en consacrant la balkanisation du pays. Par conséquent, elle dit ne pas reconnaître cet arrêt de la Cour constitutionnelle et appelle la population à une grande mobilisation pour la marche qu'elle envisage organiser à travers la République le 15 octobre, donc août dernier, non, prochain, voulais-je dire. Et puis on va se rendre également à l'est de la République démocratique du Congo, où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Le massacre récurrent des civils par les terroristes et EDF se poursuivent, et cela malgré la présence des opérations militaires conjointes FARDC UPDF. On va faire écuyer sur les opérations Souja à l'est de la République démocratique du Congo. Je commence par vous, Mike Gardi-Diana. Je rappelle que vous êtes des LFT. Vous avez suivi avec nous la Cour qui a rendu son arrêt sur la loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo, avec quelques réserves sur, je crois, 13 articles de cette proposition de loi Ngondankoy. Alors, qu'est-ce que vous en dites quant à ça? Vous avez suivi la réaction de l'opposition qui parle d'une haute trahison, un boulevard ouvert pour le troisième mandat au président Félix Tshisekedi, et également pour la balkanisation. Du coup, l'opposition 64 dit ne pas reconnaître cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Fallait-il sortir l'arrêt de la Cour constitutionnelle pendant que le dialogue est attendu au pays? Je crois qu'il y a... La déclaration revêt d'un caractère beaucoup trop politique, parce que la déclaration de l'opposition est dans l'esprit des politiques depuis toujours. Au-delà de la loi One Shot qu'on a utilisée pour le référendum de 2006, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un vide. Pourtant, la Constitution évoque la question du référendum plus de 4 fois. Et moi, j'ai toujours dit ce qui est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale n'est que remplir un vide qui existe sur l'approche juridique. Mais on veut toucher les articles dits verrouillés, selon l'opposition. Oui, mais je comprends maintenant la discussion autour du contenu. Oui. La loi Ngondankoy évoque la notion de la modification de la Constitution. Encore que j'ai appris à mes dépens de ne pas juger le mot sémantique sur le plan juridique avec des approches grammaticales. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi je pense qu'il n'y a pas encore eu une corrélation, même si c'est un boulevard, il faut le dire, qui aujourd'hui peut facilement permettre au pouvoir d'avoir l'initiative d'aller changer la Constitution. Mais dans le contexte actuel, moi je pense que jusqu'à là, il n'y a pas encore mort d'homme, dans la mesure où, vous savez, on est dans un contexte où pour pouvoir aller vers le changement de la Constitution, il faut... C'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose d'aussi aisé. Et je ne pense pas que le fait qu'il existe la loi, on aurait déjà, 80% de chances de pouvoir le faire. Je pense pas. Moi, je pense qu'il avait dit qu'il était preneur au cas où la population lui demandait. Ce n'est pas une manière de baliser le terrain. Là, vous êtes en train de parler d'un autre mandat. Là, on parle de la loi référendaire. Parce que la loi référendaire peut s'appliquer à d'autres matières que cette question du prolongement du mandat. Donc on est dans un contexte d'une loi qui remplit un vide, mais dont le contenu suscite beaucoup de craintes. Moi je pense qu'il n'y a pas que le contenu. Si depuis 2 années, depuis 2006 qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu une loi référendaire, c'est parce que d'un commun accord, la classe politique a décidé de garder ce vide-là. Je me réfère encore à une déclaration de Délice Sanga qui estimait qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir la loi référendaire, mais si ce vide-là était nécessaire, c'est parce que ils ont estimé que la population n'était pas encore assez mature pour pouvoir maîtriser l'impact de telles initiatives. Et pour moi, je pense que penser de la sorte est très exclusif et très exclusionniste, dans le sens où on ne peut pas priver à la population pouvoir originel du droit constitutionnel
du pouvoir constitutionnel, pardon, de ne pas exercer son droit. C'est bien que la classe politique y réfléchisse, mais quel a été le verrou juridique qu'on a mis en place pour que finalement cette loi ne soit jamais mise en place? Il n'y en avait pas. De lors que c'est de l'ordre d'un vide juridique, les autres ont décidé de combler. Derrière, il y a le calcul politique, on ne va pas se voiler la face, l'idée de changer la Constitution est un fait. Le chef de l'État se montrait très ouvert lors de sa dernière conférence de presse. Mais maintenant, le problème, c'est que je crois que le travail qu'il faudra faire maintenant, ce n'est pas aller à l'encontre. Vous ne pouvez pas prétendre être démocrate, alors que nous savons tous que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Quelle est la leçon que vous donnez? La Cour juge de la constitutionnalité d'un texte. Pour l'opposition, la Cour a été influencée, puis la Cour veut personnaliser le pouvoir en République démocratique du Congo, a donné même l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gbagbo avait gagné, avait donc confirmé par la Cour. C'est là où je dis que cette déclaration, oui. C'est là où je dis que cette déclaration relève beaucoup plus d'un acte politique que juridique. Parce que sur le plan de droit, il y a beaucoup d'éléments de violence, des violations dans ça. Sur le plan de droit, cette déclaration ne détient liée d'aucune norme, d'aucun texte. Mais sur l'approche politique, moi je comprends leurs craintes légitimes, mais encore faut dire que là on est encore dans la législation. Après, si le travail des fonds qu'ils sont en train de faire auprès de la population est un travail qui est fait sérieusement, je pense que la sanction sera logique à la fin. Mais avec El Seni, vous le savez. Vous posez la question avec El Seni. Oui. C'est là où je dis une fois, on engage une dynamique, mais on sous-estime la force de la population. C'est contradictoire dans le fait. Vous dites non, il m'avait El Seni, mais puisque c'est cette population qui doit aller aux urnes, je ne pense pas que si dans le contexte, je vais donner une image claire, si l'opposition fait convenablement son travail et estime qu'il n'est même pas de le sort de pouvoir aller se prononcer sur une question de changement de la Constitution, imaginez qu'on n'ait que 2 abstentions. Par quel mécanisme le pouvoir va aller tricher pour pouvoir dire les gens ont voté et puis on a gagné? On ne peut pas sous-estimer la force de la population. Et encore que le débat sur le changement de la Constitution, je fais que l'observer jusque-là. Les questions préalables que j'ai posées jusque-là n'ont jamais été rencontrées. Le contenu et le pourquoi. On est le seul État qui a 2 constitutions. Comment ça? On a une constitution écrite, de fait, qui n'a aucune incidence sur la gouvernance. Et on a une constitution traditionnelle, qui coule dans nos veines, née de cendres, de ce que nous avons été en tant que société autrefois. Et malheureusement, c'est la constitution non écrite qui s'applique aujourd'hui. Les législateurs ont tenté de nous mettre dans un système hybride, ce que les autres professeurs appellent la République un régime chauve-souris. On est mi-souris, mi-oiseau. Pourquoi? Parce qu'on voulait trouver un équilibre parfait, mais dans l'équilibre, on n'a pas trouvé les réponses à nos problèmes. Et le pire encore, on a pris les éléments des faiblesses pour en faire de dogmes sur la notion ou sur les opportunités de changer la Constitution. Posez la question, vous direz, nous, chez nous, on change la Constitution que quand l'ordre constitutionnel est renversé ou détruit. Ah mais attendez, c'est anormal. Ça veut dire qu'on a des constitutions défaites. Des constitutions qui viennent pour réparer des problèmes conjoncturels, mais pas structurels. À chaque fois que nous on a eu des constitutions, c'est parce qu'on avait un problème au nom de compromis, on a pondu une constitution. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des sociétés, ils sont dans ce que nous on appelle le constitutionnalisme sociologique. Une constitution qui est adaptée aux valeurs, aux us et à ce que nous sommes. Et ça, c'est la plus grande difficulté que nous on a. C'est pourquoi les gens disent, on peut changer les constitutions aujourd'hui, demain, après-demain. Dès lors qu'on ne sait pas rentrer dans la logique, j'ai même utilisé le terme, tant qu'on ne construira pas une nation, même si on polycopiait la constitution des États-Unis d'Amérique, on n'apportera aucune réponse directe. Problème de monteur ou du conducteur? Le 2. S'il y a un problème de moteur, ça veut dire que le conducteur ne fait pas son travail. Parce que la règle pour tout conducteur, c'est qu'avant de pouvoir démarrer son véhicule, on check d'abord. L'engin, tout bon conducteur sait que j'ai des périodes d'entretien où mon engin doit aller, on fait un diagnostic, je sais exactement ce que je conduis, parce que ce que je conduis, c'est aussi un engin. Mais c'est aussi une sorte de mouroir. Oui. Donc on est dans un contexte où, un peu comme dans le contexte de la RDC, il ne faut jamais croire qu'il y a un problème à tel endroit où le problème des hommes et des textes, non. Dès lors qu'il y a un problème d'hommes, les hommes vont produire des textes en inadéquation avec les vérités internes. Et c'est ça notre réalité. Mais là encore, je ne rentre pas parce que pour discuter sur une question aussi cruciale, il faut qu'il y ait des termes de référence, il faut qu'il y ait des bases sur quoi on veut y aller, au lieu d'étirer les choses. Mais on est dans un contexte où même l'opposition tombe dans ce jeu-là. Le pouvoir veut, oui, ok, constituez votre contre-force,
La question est qu'au niveau, au niveau du pouvoir parlementaire, je sais qu'ils n'ont pas de marche, mais on est encore jusque-là dans le domaine de la loi. Poser des actes politiques, parce que sur le plan de droit, vous savez qu'il y a des éléments pour vous contrer, et poser le bien, croyant à la force de la population qui a fait rechigner Kabila en 2016. Tshisekedi en aura aussi pour son compte si vous faites bien votre travail. Point barre. Merci. Alors Félix Chamala de Congo 26, quel est votre commentaire après la réaction de l'opposition qui accuse donc la Cour de vouloir personnaliser le pouvoir en République démocratique du Congo et dit ne pas reconnaître cet arrêt? Bon, je pense qu'il n'est pas question de... Qui a raison, qui a tort. Il n'y a pas tellement question de personnaliser, qui a raison ou qui a tort. Vous savez très bien que la loi est déjà validée par la Cour constitutionnelle. Il reste que le président de la République puisse promulguer ça. Mais la question qu'on se pose... L'opposition parle du forcing. Non, le problème n'est pas de et accuse même la Cour d'être inféodée au pouvoir. Le problème n'est pas de parler de forcing ici. Vous savez, nous sommes habitués dans un pays où lorsqu'il s'agit... la raison est donnée à l'opposition, là, oui, on pourrait jeter des fleurs à la justice, mais lorsqu'il s'agit... d'une raison qui part contraire selon leur volonté, là il s'agit d'une manipulation. Aujourd'hui, je pense que cette loi... Nous sommes en Afrique, la plupart des pays, cette loi la justice obéit toujours au pouvoir. Cette loi référendaire ne signifie pas en vrai, c'est-à-dire ne signifie pas recensement, ne signifie pas changement ou révision de la Constitution. Mais c'est un boulevard déjà. Non, c'est ça maintenant le problème. Le problème est que lorsqu'on prend cette loi qui va aider la République démocratique du Congo, qui ne va pas aider seulement le régime Tshisekedi, qui ne va pas aider seulement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais c'est une loi qui va rester... Est-ce une nécessité aujourd'hui? Bon, vous voulez que ça soit une nécessité en quel moment? Le problème est que le gens devraient comprendre. Tshisekedi a en plein mandat, il reste à 2 ans pour Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas illégitime pour l'instant. Il est en plein mandat. C'est-à-dire, pourquoi on fait toujours référence à la loi référendaire au moment où il y a des lois qui engagent la nation, qui sont votées tous les jours ici à l'Assemblée nationale? Pourquoi on voulait insister seulement sur la loi? Qu'est-ce qui se cache derrière selon vous? Mais il ne se cache rien. Parce qu'en politique, la politique n'est pas de l'Église, vous le savez. Mais la politique n'est pas de l'Église. Ok, on peut se le dire. Vous savez que lorsque on est en politique, on l'a toujours dit, le rôle d'un parti politique, et son combat est de se maintenir au pouvoir et garder ça le plus longtemps possible. Mais ici, l'opposition devrait au moins comprendre que cette loi n'est pas une loi mesurée sur Tshisekedi, parce que beaucoup y pensent. Il faut se le dire. Mais quand il était à l'opposition, il disait ne touche pas ma constitution. Qu'est-ce qui a changé? Quand on est dans l'opposition, c'est différent quand on est au pouvoir. Il n'y a pas un problème de toucher... vous vous rappelez de la campagne de l'époque, menée par l'UDPS, il n'y a pas même l'UNC de Vital Kamerhe, de toucher à la Constitution, quoi que ce soit, selon l'évolution des choses et l'évolution des temps. S'il s'agit, je l'ai toujours dit, s'il s'agit de changer le test de notre pays pour l'intérêt du peuple congolais, je suis d'accord, il faut le faire. Mais si il faut changer le test du pays pour maintenir quelqu'un ou faire quelqu'un comme un chef coutumier en République démocratique du Congo, là je me pose. Je pense qu'il est temps que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au niveau du pouvoir, de relever un peu le débat. On ne peut pas être dans un débat où jusqu'aujourd'hui, il faut c'est à nous, la presse, même d'organiser des débats scientifiques pour les camps de l'opposition. Le pouvoir actuel n'a jamais parlé. Et la majorité, oui. Au Conseil de ministres, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les réunions de l'Union sacrée, avec décision de changer la Constitution. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est que de pensée de gens, le libre pensée où les gens sont en train d'imaginer comment on peut accéder d'une république à une autre, les autres veulent non, on ne peut pas. Mais ça devient taboula rasa, vous le savez, il faut venir soit les compteurs reviennent à zéro, vous le savez. Je et pense à qui profite? Je pense que ça profitera aux Congolais.
Je pense que ça profitera aux Congolais, je l'ai toujours dit, lorsqu'on le fera pour l'intérêt du peuple et la population congolaise sera contente de ça. Alors, ma question c'est si vous allez continuer de vous couper la parole quand l'opposition dit que la Cour vient de perdre sa crédibilité, même de plonger la population dans l'ambiguïté, parce qu'il y a 13 articles sur lesquels sous réserve. Oui, sous réserve. Alors, comment avez-vous analysé cela? Bon, je pense les sous-réserves, ça veut dire que la Cour aujourd'hui a perdu sa crédibilité. Selon l'opposition. C'est-à-dire, si ça vient de l'opposition, il faut l'accepter, parce que ce n'est que le mot que l'opposition devrait utiliser en ces moments pour au moins négliger cette décision de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'Obed, on devrait se dire certaines de vérité. L'opposition en soi devrait vraiment comprendre ce qu'elle est en train de chercher réellement. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez cette loi qui est passée, et ils sont en train d'intimider le pouvoir. Mais Mike, elle a dit, si l'opposition est forte sur le terrain avec la population, même s'il peut être promulgué, rien n'est encore gagné en amont. Hein. Et selon certains juristes, la Cour n'a pas été saisie pour qu'elle puisse émettre ses réserves. Plutôt de dire les droits. Est-ce conforme ou non à la Constitution? Oui, il faut selon certains juristes. Hein. Il faut aujourd'hui croire que l'opposition, ce n'est pas encore cette opposition qu'on appelait opposition RPT. Il y a eu de marches qu'on a vues sur le terrain, il y a eu de répliques que cette opposition a réalisées, ça touchait le pouvoir. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, l'opposition est en train de voir derrière cette loi référendaire le changement le changement de la Constitution. Au moment où, quand vous lisez cette loi référendaire qui va aider au peuple congolais, s'il s'agit des questions d'intérêt national où le peuple devrait juger le pour et les contre, on devrait interroger le peuple à travers cette loi. Parce que si vous prenez la constitution de notre pays à l'article 5, vous comprenez qu'on donne la souveraineté au peuple congolais, mais sur une matière bien déjà établie avec le pouvoir constitué à dériver. Et ainsi de suite. Mais et le pouvoir constitué originel. Effectivement, vous pensez que quand vous analysez très bien, vous allez comprendre que l'ancien régime... Ça doit être encadré, si vous dites c'est la population de tout faire. L'ancien régime, non, ça doit être encadré. Mais c'est la loi qui vient encadrer. C'est la loi qui vient encadrer ça. Parce que le pouvoir, l'ancien pouvoir, pensait, parce qu'il faut se le dire, pensait qu'ils seront au pouvoir le plus longtemps possible, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils avaient déjà bien calculé à recadrer certaines des choses pour qu'on ne puisse pas envisager ou soulever un jour. Mais ce n'est pas une contradiction entre ce qui est dit opposant et ce qui est dit président. Non, c'est ce qu'on parle ici des contextes et le temps et le moment. Est-ce que le même moment que Tshisekedi était à l'opposition, parce qu'il faut se rappeler, est-ce que avec Tshisekedi au pouvoir, ça a changé? C'est la question qu'il faut se poser. Quand vous prenez le président de la République, il vous fait que le moment où il était opposant avec ce qu'il est en train de vivre au pouvoir, c'est tellement deux choses différentes. C'est pour cela il faut... Et où est-ce que vous allez mettre l'alternance au pays? Bon, moi je ne pense pas. Il y aura tabula rasa. Je pense pas que changer la Constitution, ça va diminuer l'alternance au pays, Abed. Changer la Constitution, je ne pense pas. Un cas ne risque-t-il pas de s'éterniser? Vous voulez dire qu'à chaque fois, lorsqu'on aura un président, il cherchera comment... Non, le boulevard est là, il n'y aura plus de limites. Bon, qui vous a dit qu'il n'aura pas de limites? Les bauches de la Constitution en question n'est pas encore établie. Sauf aussi, dans la Constitution qu'ils vont proposer, on dit le chef de l'État reste au pouvoir éternellement. Mais je pense qui va accepter on est à l'Afrique, alors nous aussi. Alors, Marc Gardi, Diana, est-ce cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne risque-t-il pas d'impacter négativement sur la tenue du dialogue inclusif attendu au pays? Je crois que sur le prisme de l'opposition, c'est une forme de défi encore lancé par le pouvoir. Alors qu'on parle déjà de dialogue, on autorise. Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là encore, c'est un process qui avait déjà commencé il y a longtemps. L'Assemblée nationale a fait son travail. La procédure devrait être suivie. Maintenant, je crois qu'en dernier ressort, ce que je veux leur dire, c'est la promulgation par le chef de l'État. Ça, il faudra attendre. Je crois que c'est à son niveau qu'il peut y avoir des considérations d'ordre politique. La Cour ne fait pas de la politique.
il y a eu transmission d'un texte venu du Parlement. La Cour doit vérifier et valider sa constitutionnalité. La Cour a fait son travail. Si on veut aller dans les considérations politiques, ça sera maintenant au niveau du chef de l'État. Si lui promulgue, je pense que ça encore, ça sera un élément de tension qu'il pourra déverser, qui risque de déranger un peu les équilibres. Entre boycott et revendication. Oui, justement, mais ce qui est sur cette loi, c'est comme je dis, du point de vue de l'opposition, c'est une forme de défi encore lancé par le pouvoir, parce que pour eux, niet, il n'y a pas... il n'est pas question de pouvoir aller sur un changement de la Constitution, pas question de pouvoir discuter sur la loi référendaire. Est-ce qu'elle n'a pas été roulée en écoutant l'archevêque de Kinshasa de reporter la marche? Alors, vous soulevez une question qui est tout autant pertinente. J'ai déjà évoqué cette question, je me dis, il est peut-être possible, de manière circonstancielle, dans la stratégie politique, ça soit vrai votre thèse. Dans la mesure où on arrive dans une phase où il y a de réunions importantes, de haut niveau qui se tiennent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la RDC. Un État qui va vendre sa situation pour pouvoir obtenir l'adhésion de la communauté internationale et qu'au même moment, il y a de tensions internes d'ordre politique dénonçant à un pouvoir. Qu'on utilise des termes comme illégitime et dictatorial peut être contre-productif. Et si l'annonce du dialogue était un leurre pour apaiser la tension pendant un moment? Politiquement, pour quelqu'un qui a lu Machiavel ou encore Sun Tzu, je ne peux pas vous dire non. C'est une stratégie utilisable. Je peux même aller... C'est comme un peu, j'aime souvent raconter ça en rigolant, je raconte ça à mes filles. J'ai bon moment, entre 2015 et 2016, l'opposition prévoit un meeting vers le terrain en face du stade de Martyrs. Et puisque le pouvoir ne voulait pas que ces meetings se tiennent, on a organisé un match de football entre policiers et militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Des camions ramenaient des joueurs. Après avoir mangé, bu, ils viennent, ils remplacent ceux qui sont sur le terrain. Le match a commencé de 8h juste à 18h juste. Un match interminable. Qui pouvait imaginer un tel scénario juste pour empêcher? Et puis le problème, c'est que ceux qui jouent, si c'était des civils, il pouvait y avoir des émeutes. Ouais. Policiers et militaires sortis directement du camp. Et puis à côté, armés. En politique, les stratégies, il y en a. Et il est aussi possible que ce soit une technique, une forme d'anesthésion pour pouvoir calmer le jeu et discuter. Mais je ne pense pas que c'est seulement l'anesthésion. Ça va au-delà de ça parce que on est dans un contexte où le chef de l'État se rend finalement compte que la branche militaire, la FCM 23, pour subsister au niveau de l'opinion, avait besoin d'un engagement politique en interne. D'où la naissance de C64. C64 devrait être la branche politique qui sert et qui alimente. Et donc, vous verrez la réaction quand C64 a été presque torpillé, vous verrez la réaction virulente de proches de l'AFCM 23 et surtout de Sauvons le Congo. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans un contexte où le pouvoir dans la stratégie, c'était de couper le pont entre l'opposition non armée interne et l'opposition militaire. Parce que ça serait un mauvais cocktail au niveau de l'opinion internationale que l'AFCM 23 trouve de l'adhésion dans le langage et dans les arguments politiques à une opposition interne. Ça risquerait de porter un coup, surtout qu'on va vers la période de rupture d'ordre constitutionnel. On va vers les élections. Et donc, dans la stratégie, c'était de couper. Garder l'opposition non armée pour isoler ceux qui ont pris les armes, continuer à les traiter en tant que tels. Et parce que aussi, c'est justement la pression de cette opposition non armée qui risquerait d'ouvrir la brèche à un dialogue non voulu par le pouvoir. Un dialogue inclusif dans leur sens, qui intègre ceux qui ont pris les armes, alors que ceux-là ont un cadre de discussion. Mais déjà, le gouvernement discutait avec le 23. Mais justement, pourquoi oui. Non, mais ils discutaient à Doha. Lors des l'avant-dernière réunion à Genève, quelles ont été les revendications? Ils insistent sur un dialogue interne, ils insistent sur la libération des prisonniers politiques. La question, c'est que pourquoi des gens qui sont autour d'une table, pour discuter de pourquoi ils ont pris les armes, exigent un dialogue en interne? Parce que le dialogue politique en interne est un espace assez ouvert, une sorte de blanchisserie. Là-bas, il s'agit d'un dialogue qui se tient dans un cadre international avec le respect des limitations et de la hiérarchie du pouvoir étatique. Et n'en veulent pas. Là-bas, il faut respecter l'intégrité territoriale, il ne faut pas violer, il faut faire ceci. Et surtout, la justice établie, notamment le caractère sélectif dans les sanctions et dans l'amnistie qu'on accordera aux gens, les traitements au cas par cas. Ils sont dans la traditionnelle, dans le traditionnel schéma de on va mettre le feu, on va s'appeler, on trouve un compromis
Basta, on passe à autre chose. Alors, Mike, il y a une question que beaucoup de gens se posent dans le rue, à travers la République démocratique du Congo, même à l'étranger. Et par quelle magie le dialogue sans les rebelles armés peut mettre fin à la guerre à la RDC? Techniquement. Je crois que techniquement. Quelles sont les sources d'alimentation de cette guerre? Le Rwanda, côté finance et appui international, n'est-ce pas? L'opposition interne en termes d'opinion. Croyez-moi, une bataille, une guerre, c'est mène toujours par les armes et par l'opinion. Techniquement, c'est que si ce dialogue interne avec l'opposition réussit à unifier un langage, on reste en désaccord sur les questions de gouvernance de Tshisekedi. Mais sur la question de l'intégrité territoriale, on trouve de points d'accord. Et qu'aujourd'hui, on accède, parce que la médiation, il y a un droit de regard sur les États de la sous-région et sur la communauté internationale, et que cela s'est fait adopter, c'est encore une fois de plus resserrer le taux autour de ceux qui ont pris les armes. Déjà, il faut rappeler en termes d'appui logistique et financier, le grand parrain s'est retrouvé presque isolé. Le Rwanda aujourd'hui est presque dans une approche de survie. Regardez les déclarations de Kagame, tout stratège qui a lit en dessous verra que ça c'est l'énergie du désespoir. Le dernier souffle qui lui reste, jusqu'au point de faire des déclarations du genre « c'est moi qui ai Goma, je ne vous donne Goma que si vous acceptez mes conditions ». Si l'adhésion, ce dialogue-là s'est fait valider, la chaîne de sanctions et de suppression de financement continuera sur le Rwanda. Au bout d'un moment, ils n'auront plus de moyens pour faire la guerre. Merci Mike Gardi Diana. Félix Chamala, cette loi déclarée recevable par la Cour, donc déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, voulais-je dire, son attaque et sa promulgation par le chef de l'État, cela ne risque-t-il pas d'impacter négativement sur la tenue du dialogue annoncé tambour battant par le cardinal Ambongo? Bon, je pense que ici, la loi référendaire, quand vous saisissez bien l'opposition. Est-ce qu'elle divise ou bien l'unit plus les Congolais? Non. Selon vous? Elle divise ceux qui ne l'apprécient pas. Elle réunit ceux qui ont besoin de l'utiliser. Là, ça dépendra aussi de la conception de chaque acteur politique. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec la question du dialogue, est-ce que cette loi référendaire va encore inquiéter le dialogue où les Congolais vont se parler entre eux? Bon, je pense qu'il est important, je l'ai toujours dit, avec ce qui est annoncé, cette volonté qu'a eu le président de la République d'annoncer ce dialogue entre le C64, c'est-à-dire l'opposition dans l'armée, l'opposition qui est ici et d'autres personnes. Je n'ai été jamais d'accord de ce dialogue, en fait. Ça, je vous l'ai dit, le dialogue qu'on va organiser à Kinshasa avec le C64. Mais Kinshasa, jusque-là aussi, n'a pas récupéré les zones sous occupation. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Parce que quand vous regardez ce dialogue ici, c'est le dialogue qui n'a pas totalement comme but de mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. C'est un dialogue qui a été réclamé oui, effectivement, par les C64, par les autres. Parce que quand vous regardez... Mais il faut se parler, le pays appartient à tout le monde, pas seulement à la majorité. On se parle. Vous le savez, disons-nous gagner les élections ne fait pas de vous que le pays vous appartient effectivement. Disons-nous la vérité. Oui. Autour d'une table, on prend Sanga, Kabound, Fayoulou et les autres, c'est parler avec Tshisekedi. Vous pensez qu'en se parlant, la guerre va se terminer dans la partie est de la RDC? Nanga va déposer les armes, Kabila et les autres vont non plus se mettre... Mais Mike a dit il y aura une force à l'interne. Non, une force à l'interne, je l'ai toujours dit, lorsque vous êtes dans une maison et que l'ennemi vous attaque, la première des choses, je ne pense pas, Obed, vous n'allez pas aller d'abord vous réunir pour après attaquer l'ennemi. Vous allez bouter d'abord l'ennemi ensemble et après revenir autour d'une table
pourquoi l'ennemi était en Mais là, on va se dire des vérités selon l'opposition. Quelle vérité on va se dire? Quelle est la part de responsabilité de tout un chacun, surtout au gouvernement, parce que l'opposition ne gère pas, vous savez. Hein? S'il faut parler de la bonne gouvernance, où aujourd'hui l'opposition acquise le pouvoir actuel de la mauvaise gouvernance, je pense que le président Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans. Le président Tshisekedi, lors de la campagne électorale, il a été élu par la population. Quid sur la gouvernance de la guerre avec la RDC? Non, je suis en train d'y arriver. Il a été élu par 73 ou 74%. C'est-à-dire, Tshisekedi est allé vers le peuple, il a exposé le 6 axes. Mais tout ça, l'opposition réclame par rapport aux conditions dans lesquelles les élections se sont tenues. Là, c'est un autre problème. Malgré ce chiffre, là, c'est un autre problème. Lorsque déjà la Cour constitutionnelle déclare la victoire de Tshisekedi, je pense avec ses conviants démocratiques du Congo, il n'y a pas encore de débat. Mais si, moi je parle de la bonne gouvernance, est-ce que c'est à Fayulu, c'est Sanga et les autres de sanctionner Tshisekedi lorsqu'ils constatent qu'il y a une mauvaise gouvernance? Mais je ne pense pas. Tshisekedi a été élu par le peuple congolais. Attendons les élections. Attendons que ce même peuple puisse sanctionner Tshisekedi lorsqu'il s'agit de la mauvaise gouvernance. Mais lorsque vous demandez au président de la République de démissionner, ils ont donné l'ultimatum jusqu'au 15. Il faut voir déjà. C'est ce que j'ai dit. Là maintenant, c'est chercher quelque chose de son contraire. Est-ce constitutionnel ou anticonstitutionnel quand l'opposition demande à un chef d'État d'organiser un dialogue? Ce n'est pas. D'organiser un dialogue. Non, je pense que dans la Constitution, il s'agit de certaines revendications ou le rôle que l'opposition devrait jouer au sein du pouvoir. Mais demander le président de la République de dialoguer, moi je me suis toujours dit on peut dialoguer, mais on dialogue pourquoi et pour quelle finalité? Parce qu'aujourd'hui, il y a la crise profonde sur le plan sécuritaire et puis politique selon l'opposition. La crise, si elle est politique, mais la Constitution répond à tout. Si la crise est politique, mais la loi sur le référendum qui divise aujourd'hui. Lorsque vous constatez que Tshisekedi dirige mal, lorsque vous constatez que Tshisekedi n'arrive pas à répondre aux 6 axes qu'il avait promis à la population, la Constitution répond. Allons-y aux élections, attendez sanctionner Tshisekedi. Au lieu de venir commencer... Mais ils disent même aller aux élections avec quel CENI? Mais qui a déjà cru à la vraie CENI? Avec quel CENI? J'ai dit qui a déjà cru à la vraie CENI. Ils doivent se mettre d'accord sur la CENI. Lorsque la même CENI vous proclame comme député national, on l'a vu au temps de Kabila, où quelqu'un qui est candidat président de la République, il est candidat comme député national, même au temps de Tshisekedi. Lorsqu'on vous proclame, vous n'êtes pas sorti comme président de la République, mais au moins vous êtes candidat, vous êtes au CG au niveau de Matata et les autres. Mais si vous posez la question à Matata, il vous dira que nous avons une mauvaise CENI. Quand vous n'êtes pas proclamé comme président de la République, là c'est une mauvaise CENI. Mais au moins quand vous êtes tout ce que la CENI député avait national, fait, tout était bon, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais tout simplement, je voulais faire voir, comprendre aux Congolais, lorsque vous n'êtes pas sorti comme président de la République, la CENI est mauvaise. Mais lorsque vous êtes sorti comme député national, là, la CENI est bonne. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, s'il faut se mettre autour d'une table, moi, je pense que c'est pour cela, vous avez vu, je voulais clôturer par là. Oui, rapidement. Vous avez vu que cette opposition s'est vue limitée en quoi? Parce que pour eux, se retrouver autour d'une table avec Tshisekedi, sans le M23, sans et l'ami Balater, vous savez, le balai diplomatique, parce que l'opposition était déjà en poupe, vous le savez. Sans rebelle ou quoi que ce soit, ces dialogues, ils pensent que le pouvoir peut nous jouer le jeu de montrer à la population. L'opposition appelle à une mobilisation. Voici le dialogue. Elle appelle à une mobilisation. On ne peut pas en refuser. C'est leur droit d'organiser des marches, mais tout simplement, nous ne voulons pas qu'on organise des marches pour les intérêts de certains individus. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez, Fayulu, il était ici, il est allé se rencontrer avec Tshisekedi. C'est les soldats du peuple, vous savez, il a été roulé par le président. Est-ce qu'il a déjà dit à la population pourquoi il a été roulé par Tshisekedi? Il a été roulé, donc ils disent. Est-ce qu'il a déjà expliqué à la population pourquoi Tshisekedi l'a roulé? C'est parce qu'il visait ses intérêts, comme il a vu que ses intérêts sont... Mais c'est de la politique. Ses intérêts ne sont pas respectés, c'est pour cela
il a fait sortir le mot roulé. Je pense qu'il est temps que l'opposition aujourd'hui puisse faire comprendre à la population. Lorsque nous avons besoin d'un dialogue à l'interne, posons de vraies questions. Et de vraies questions, si on pouvait... demande la décrispation du climat politique. On n'en refuse pas. Obed, il y a certains des opposants qui sont en Europe aujourd'hui. On ne les a jamais inquiétés par le pouvoir actuel. Ils se sont partis eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en exil d'eux-mêmes. C'est de leur propre gré. Ils inventent des dossiers, ils partent. Je peux vous les citer, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes politiques. Pour leurs propres intérêts, ils pensent que être à l'étranger, c'est faire guerre au pouvoir actuel et aussi bénéficier à certaines de choses. Merci. Alors, on va clôturer cette émission. On va parler sécurité, voulais-je dire, en nous rendant à l'est de la République démocratique du Congo. Une cinquantaine de civils ont été encore massacrés depuis le début de cette année à l'est de la République démocratique du Congo. Les ADF continuent de semer mort et désolation. L'État a-t-il montré ses limites selon vous, Magali Diana? La question des ADF, on a parlé plus d'une fois. Le problème, les faiblesses ont été révélées par la méthodologie et le choix. Vous parlez des massacres, le dernier en date du 23 juillet, c'est particulièrement dans une zone minière où avec la machette, on a égorgé de gens. On est dans un contexte où... des creuseurs artisanaux. Des creuseurs artisanaux. Donc on est dans un contexte où c'est devenu presque un modèle. Un cadre de vie, si l'État n'y prend pas garde, ces phénomènes risquent de prendre d'autres ampleurs. D'ailleurs, si vous faites les calculs au mois de juillet, il y a eu plus morts d'hommes dans ces zones-là qu'entre le MINDEM 23, le FCM 23. Et donc on est dans un contexte où il y a une forme de léthargie, on regarde les choses se faire. La méthode choisie n'est pas bonne, on est sorti des conclaves en conclave, il n'y a pas plus tard, il y en avait encore ici, malheureusement, à Béni. Malheureusement, je ne sais pas si c'est à force de propositions... Oui, où en est-on avec la mise en œuvre des recommandations et résolutions de la table ronde de Béni? Vous posez une bonne question. Seuls les membres du gouvernement délégués pour cette histoire peuvent répondre aujourd'hui. Où en sommes-nous? Mais moi, je sais aussi que la complexité dans l'application de certaines recommandations sont également à pointer du doigt. Mais on est dans un contexte, cette question, à un moment donné, on commence à manquer de mots dans le sens où ce sont les mêmes méthodes qui existent, on a déjà expliqué. Dans une bataille... 10 ans, pourquoi ne pas s'y adapter? Dans une bataille au mode opératoire où vous avez en face de vous des terroristes, ça veut dire que c'est devenu une affaire idéologique. Il faut répondre par des solutions structurelles et culturelles. Tant que vous ne touchez pas à ces questions-là, on tentera quelques opérations cosmétiques, le problème demeurera. On l'a dit plus d'une fois. Et il y a une forme de focus sur la question de l'F-5 parce qu'il y a des ramifications politiques en interne, mais cette bataille-là peut également servir de base arrière pour les orientations. Quand vous avez déjà des menaces, vous voulez regarder très loin vers la zone Katanga, qui est devenue une zone à risque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites des régions où aujourd'hui les gens, autres mouvements que l'AFSM 23, continuent à perpétrer des massacres et des mouvements bien connus dont le rapport existe depuis plus de 12 ans. À un moment donné, je crois qu'il faut interroger. Je suis étonné du fait que le ministère de la Défense ne sait pas répondre. Même en commission, je sais que la sensibilité du dossier aujourd'hui, mais même en commission, essayez d'auditionner, voir quelle est la stratégie mise en place pour cette question des ADF. Sinon, on va s'éterniser à ces niveaux-là, on résoudra le problème avec le FCM 23, puisque c'est politique, mais après on aura des problèmes, des fissures en interne sur les questions sécuritaires. Alors, Magali Diana, faut-il réévaluer les opérations conjointes FARDC et UPDF? Et que dites-vous de quelques élus de Béni, dont l'ancien gouverneur Carlin Zanzouka Silvita, qui prône, lui, pour le local defense, pour appuyer les FARDC dans la lutte contre les ADF? J'ai toujours dit et j'ai toujours été sincère sur cette question avec l'UPDF. On est dans un rapport d'intérêt. L'Ouganda veille de manière anticipative sur la sécurité sur son sol. Un peu comme sur le modèle rwandais, ils veulent anticiper le problème et éviter que la guerre soit importée chez eux. Dès lors qu'ils peuvent éviter certaines batailles qui ne leur concernent pas, ils n'ont rien à foutre de ça. Il est souvent plus facile de pouvoir éviter certaines considérations quand la guerre se déroule chez les autres. Et encore que, même en termes de collaboration, de passerelles de collaboration, l'Ouganda n'est c'est une armée d'appui.
C'est d'abord FARDC. Elles ne prendront pas les initiatives à la place de FARDC, autant que je sache. Et toi, les ciels t'aidera. Justement. Donc on est dans un contexte où on veut généralement, j'ai envie de dire, je peux même me permettre d'utiliser l'expression, on veut sous-traiter la question de la sécurité à d'autres armées, alors que c'est une question, on chante au effort de souveraineté. Et puisqu'il s'agit d'une question de souveraineté, prenons-nous la bonne stratégie, on verra ce qui se passe. Et à l'allure où vont les choses, on se mettra beaucoup plus à faire focus sur la responsabilité de l'armée ougandaise, mais de l'armée congolaise. Un petit commentaire sur la proposition des députés, dont Caroline Zanzou. Si les local defense, comment la faisabilité? Ce n'est pas une recette locale pour en découdre avec les phénomènes EDF. Je crois que, à la limite du possible, il faudra tenter des approches. Parce que celles qu'on a utilisées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas marché. On va tenter, pourquoi pas, surtout quand c'est un modèle qui a produit des résultats chez les autres. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, Caroline Zanzou, quand il parle, c'est fort de son expérience, c'est fort du vécu, c'est fort de l'expertise qu'il a développée sur la question de la gestion de la crise de l'Est. À un moment donné, il faudra écouter. Il ne faut pas écouter seulement les brouhahas qui arrivent pendant le colloque, le forum, venant de gens de statut et autres. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on évalue sincèrement et qu'on tente d'autres approches, voir si ça peut nous apporter des résultats. C'est tout ce que nous recherchons. Merci. On clôture par vous, Félix Chamala. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, selon vous, dans toutes les stratégies utilisées pour mettre fin à la présence et activisme des ADF pendant toutes ces années? Non, cette question, on en parle toujours. Ça fait deux années où nous revenons sur... Parce que les massacres se poursuivent au jour le jour. Vous les diminuer, mais les massacres augmentent. Ça continue. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on arrive à mesurer notre force sur terrain? Qu'est-ce qu'on apporte de meilleur? Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Ou nous sommes toujours dans le système qui n'arrive pas à tenir, nous sommes toujours dans des pensées qui n'arrivent pas à remettre notre force armée au-dessus de tout ce massacre qui se passe. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir des unités combattantes formées à combattre de jungle? Je pense que sur le terrain, nous avons un problème, parce qu'on l'a toujours dit, où vous trouvez que ceux qui sont sur terrain, ils sont de braves militaires qui peuvent bouger les choses, qui peuvent secouer, mais ceux qui commandent peut-être n'arrivent pas à respecter. Comment vous pouvez être en pleine attaque où on vous obligerait d'arrêter, de reculer derrière et laisser les ADF continuer l'air de marche. Je pense qu'on ne peut pas continuer dans le même rythme. Dernièrement, on a vu le massacre au niveau de l'église à Lituri, en pleine ville. On a vu des gens où la nuit on tue des gens. Oui, autour du feu quand il y a des deuils. Effectivement, lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a même de fêtes où on arrive au moins à inquiéter des gens. Je me pose toujours la question en ce moment, nos services sont où? Parce que ces gens-là, avant d'arriver en ville... Est-ce que les effectifs sont à la hauteur également? C'est aussi ça la question. Et puis dans une guerre asymétrique, faut-il aligner des milliers d'hommes pour faire des terroristes? Ou bien investir plus dans le renseignement? Moi je pense que pour l'instant, tout est meilleur, tout est priorité. Parce que il faut que le renseignement puisse faire son travail. La question, quand ces ennemis de la République démocratique du Congo entrent sur le terrain pour faire mal aux Congolais, surtout la nuit, dans des activités, est-ce que nos services, qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Parce qu'il y a toujours des informations qui circulent, il y a toujours des gens qui sont informés qu'il faut faire attention parce qu'on a constaté la présence des ennemis sur terrain. Et ils viennent aussi, ils se déguisent en des militaires. C'est ce que j'ai dit. Ils portent aussi des uniformes militaires pour essayer de rassurer la population. Quelques secondes après, ils commencent à massacrer. Est-ce qu'on arrive à faire montre de notre volonté de mettre fin à cette guerre? Est-ce que ceux qui sont en commande arrivent au moins à faire espérer ceux qui sont au front qu'on peut un jour mettre fin à cette guerre?
où on est toujours dans des histoires. Or, le terrorisme, c'est comme un cancer qui se métastase, vous le savez. Effectivement, aujourd'hui. Avec des cellules actives et dormantes, vous le savez. Déjà, 10 ans, déjà, où on continue toujours dans le même rythme, dans de mêmes tendances, où lorsque on tire sur vous, parce qu'il faut se rappeler, quand ces ennemis nous attaquent et qu'on arrive à récupérer les terrains, est-ce que on arrive au moins à garder l'avantage de récupérer soit la localité ou le village occupé par l'ennemi? Vous allez constater qu'après 2 ou 3, 4 jours, c'est le même ennemi. L'ADF ne fait que des incursions qui n'ont pas tellement de terrain bien précis. Qui récupèrent. Oui. Mais c'est ça. Il faut et ils opèrent à des petits groupes. À chaque fois, lorsque ces ennemis attaquent, ils attaquent souvent. Et ils communiquent. Pourquoi ne pas toujours filtrer la communication? C'est ça ce que j'ai dit. Est-ce que ceux qui sont sur terrain ont des outils capables de détecter toute la communication réalisée par ces ennemis? Je ne pense pas. Vous savez, même au niveau même de Kinshasa ici, vous partez des sous-siates qui sont proches, n'arrivent même pas à se communiquer. Vous pouvez voir 5 ou 6 avenues qui séparent des sous-siates. Il n'y a ni Motorola, il n'y a ni quoi que ce soit. Au moment où ces policiers ou ces militaires devraient être en contact à chaque moment, de l'autre côté, il peut y avoir il y a une foule abondante qui attaque nos militaires. On peut mettre en communication facilement. Oui, dans 10 secondes, un petit commentaire par rapport à la proposition des élites de Béni, de l'Ituri, dont l'ancien gouverneur Nzanzo Kassifita de Nord-Kivu, qui prône pour la mise à contribution des local defense. Bon, je pense qu'avec Nzanzo, il propose, il aille au moins à vivre certaines de réalité sur terrain, parce qu'il s'agit bien de élus qui sont dans la partie est de la RDC. Au lieu de laisser les boulevards aux ZDF quand ils arrivent dans un village, c'est tout le monde qui a peur. Tout le monde. Vous savez ce qui fait mal lorsqu'il s'agit de questions sécuritaires. Deux fois, on fait appel à deux gens qui n'ont jamais vécu cette guerre, qui n'ont jamais habité dans la partie est de la RDC, parce que il est autorité, il est au niveau de l'Union sacrée, il y a du respect, on l'appelle, il ne connaît rien dans la partie est de la RDC. On prend ceux qui sont initiés, ceux qui maîtrisent au moins des questions sécuritaires dans la partie est, on les écarte pour ne plus participer à ces genres de forums. Mais ce que je pense avec certaines propositions de Cardi Zaou, je pense qu'il faut prendre ça en considération, interroger le vrai problème pour au moins mettre fin à cette situation. Le problème, c'est l'encadrement aussi de ne pas être infiltré. C'est ça aussi. Et l'État doit mettre le moyen pour que cette population soit formée pour qu'on ne soit pas infiltré. Je pense qu'il s'agit, vous parlez que l'État devrait mettre des moyens. Oui, il y a des moyens de fois qui sont disponibles. Est-ce que ces moyens sont orientés à qui de droit? Est-ce que ce moyen arrive là où ça devrait arriver? C'est ça, ce sont des questions qu'on devrait se poser. Parce que nous avons certaines de personnes qui sont congolais, mais dans leur cœur, ils ne sont pas congolais. L'IGF militaire est là pour mener toutes ces enquêtes-là. Alors nous sommes à la fin de notre magazine. J'ai presque recevé Magavidiana de l'FT. Merci Mike. Merci. Et puis Félix Chamala de Congo 26. Nous disons merci à tous nos confrères qui nous ont aidés à préparer cette émission. Donny Keski-Bebel du journal Les Coulisses. Retrouvez cette émission en rediffusion dimanche à 18h40 heure de Kinshasa, soit 19h40 heure de Béni, mais également samedi et dimanche sur 6.5 Digital Congo FM. Et restez branchés sur votre chaîne.